a un devoir de communication, d'information à faire justement sur ce que devient l'espace, la façon dont au final il profite à tous, non seulement pour l'économie de nos sociétés, pour la sécurité des biens des personnes, pour des usages bien sûr stratégiques de défense, mais voilà, aujourd'hui chacun consomme énormément de données qui proviennent des satellites, que ce soit les signaux, ce qu'on appelle PNT, positionnement, navigation, timing. La synchronisation de toutes les transactions bancaires se font par les horloges atomiques qui sont à bord des satellites. Plus personne ne sait se déplacer sans application de géolocalisation. Tout le monde veut du haut débit partout, donc voilà. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Les guerres de demain se dérouleront-elles dans l'espace? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec le lieutenant-colonel Pierre, adjoint au commandant de la brigade aérienne des opérations spatiales. Dans cet entretien, nous allons parler des menaces et des enjeux militaires, économiques mais aussi géopolitiques de demain en ce qui concerne l'espace. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes au ministère des Armées, à Ballard, à Paris, avec le lieutenant-colonel Pierre. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors lieutenant-colonel Pierre, je suis actuellement adjoint au commandant de la brigade aérienne des opérations spatiales. J'ai un parcours d'officier de carrière, donc personnel navigant de l'armée de l'air, donc sorti de Salon-de-Provence. J'ai suivi un parcours de pilote de transport et j'ai servi pendant près de 13 ans dans une unité spécialisée dans le transport des hautes personnalités, donc chef de l'État, gouvernement à Villacoublay. Et au terme de ce cursus opérationnel, naturellement j'ai poursuivi vers l'état-major. Et en fait, je me suis retrouvé au bon endroit, au bon moment, on va dire, puisque c'était la création du commandement de l'espace. Et il y avait une prospection pour monter une première équipe, un échelon précurseur pour la montée en puissance de ce commandement. Et le projet m'a tout de suite séduit, j'ai postulé, j'ai été retenu. Et donc pendant 2 ans, j'ai intégré l'équipe transformation, qui était vraiment en charge de la conduite du projet. Poser les premières briques, on partait d'une page blanche, et puis j'étais vraiment conquis par le sujet, et donc j'ai aspiré à poursuivre, mais d'une façon un peu plus opérationnelle. Et donc depuis le mois de septembre, j'ai rejoint la brigade aérienne des opérations spatiales. Voilà. C'est quoi qui vous a plu le plus dans cette proposition, dans cette aventure ? C'était déjà la découverte d'un milieu pour lequel j'étais pas familier, mais duquel j'ai très vite compris qu'il y avait des enjeux phénoménaux. Et ce côté tout à construire, une vision, c'est un domaine qui sortait aussi un peu des sentiers battus, où je sentais que de toute façon les compétences acquises dans mon parcours antérieur allait me servir, le côté opérationnel, mais il y avait aussi énormément de compétences à acquérir dans un domaine assez grisant, parce que extrêmement vaste, et puis le sentiment d'être un peu pionnier sur le sujet, quoi. Donc ça c'était c'est toujours extrêmement stimulant. C'est-à-dire que même là au bout de 3 ans, je suis super content de m'investir dans ce domaine, parce que le champ de compétences, de connaissances à acquérir est très très vaste. Donc au final, je trouve que c'est une super opportunité de dynamiser une carrière. C'est-à-dire que je me suis vraiment super épanoui dans cette carrière de pilote, de navigant, avec tout ce qu'on peut connaître
dans une carrière opérationnelle de navigant. Mais là aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de redémarrer avec la même flamme que quand j'ai poussé la porte de l'école de l'air. Voilà, et je me dis, le champ de progression, il est énorme. Donc ça, c'est extrêmement grisant, quoi. Comment ça s'est passé? C'est quoi les étapes de ces transformations entre l'armée de l'air et l'armée de l'air et de l'espace? Je suis arrivé à une période où des choix stratégiques de réorganisation avaient déjà été faits. C'est-à-dire que voilà, il y a eu un choix de confier le commandement de l'espace à l'armée de l'air. Donc ça c'était ancré. En revanche, en septembre 2019, le format de cette structure, les capacités à mettre en place, les coopérations à mettre en place, la façon dont les opérations spatiales militaires seront amenées, ou enfin en tout cas amenées à évoluer, tout ça restait à définir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, j'ai eu le sentiment d'arriver avec une page vraiment blanche. Et en fait, face à une situation un peu inédite, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à créer un grand commandement. Il y en a déjà dans l'armée de l'air, le commandement des forces aériennes, dans lequel j'ai servi pendant quelques années. Bon, il n'y a pas de mode d'emploi de comment créer un grand commandement. Donc ça a été la première étape, de regarder comment sont structurés les autres grands commandements, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut reprendre, en ayant quand même un œil en essayant d'avoir un œil assez visionnaire sur ce que sera le domaine spatial dans quelques années. Et au final, il ne s'agit pas de juste dupliquer des structures qu'on connaît aujourd'hui, mais bien de se projeter dans un environnement qui évolue très très vite. Et même là, les choix qu'on a faits il y a 2 ans méritent des réadaptations et tout, parce que ça va, le domaine va très très vite. Et donc il s'agit vraiment à chaque fois de se projeter à comment sera l'espace dans une dizaine d'années, voire l'horizon 2040. Et ce qu'on construit aujourd'hui, est-ce que ça aura encore un sens, une cohérence, une efficacité opérationnelle à cet horizon. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je suis arrivé et qu'il faut malgré tout cultiver, parce que c'est souvent des tartes à la crème, mais la notion d'agilité est vraiment très très importante dans le domaine spatial, quoi. Voilà. Et sur tous les plans, sur tout ce qu'on conçoit, la génération de compétences. Voilà, il n'y a pas de cursus espace existant jusque-là dans l'armée de l'air ni dans les armées. Eh bien, là aussi, il faut être force de proposition, assez créatif et prospectif sur quelles sont les compétences à mettre en place pour justement armer ce grand commandement avec des spécialistes qui seront au niveau et au rendez-vous des opérations, quoi. Vous disiez que vous partez d'une page blanche. Est-ce que vous êtes inspiré de ce qui se faisait à l'étranger, notamment je pense aux Américains, avec leur commandement de l'espace à eux? Alors, la page n'était pas complètement blanche. C'est-à-dire que le commandement de l'espace déjà est né de briques préexistantes que le commandement a pour vocation de fédérer. C'est-à-dire qu'avant, avant le commandement de l'espace, il y avait le commandement interarmé de l'espace. Il y avait des unités spatiales qui existent toujours, le CMOS, le Cosmos. Voilà, donc, disons que l'expertise spatiale était diffuse au sein du ministère. Le commandement de l'espace a déjà eu pour première vocation à fédérer toutes ces expertises, et donc on avait un premier vivier, un premier creuset. Ensuite,
Si on regarde autour de nous, nos voisins européens, la France a été quand même le premier pays à publier sa stratégie spatiale de défense. Donc il y a quand même un côté précurseur de la France en Europe. Et en termes de capacité, la France est quand même une nation qui couvre un spectre assez large des capacités spatiales par rapport à ses voisins. Néanmoins, on s'est quand même intéressé à ce que faisaient les uns les autres, mais en tout cas, jusque-là, la France est plutôt moteur que même si depuis 2019, la plupart des puissances européennes ont créé leur commandement de l'espace. Mais au final, ce sont plutôt nos voisins qui regardent comment nous on fait notre montée en puissance pour assurer la leur. Alors les États-Unis, oui, bien sûr, on a beaucoup à apprendre des États-Unis parce que ils ont une dizaine d'années d'avance sur nous dans ce domaine opérationnel. C'est inspirant parce que eux aussi ont été confrontés à toutes les difficultés d'une montée en puissance, faire des choix, parfois peut-être se tromper, se réarticuler. Donc en ça c'est inspirant, en gardant quand même toujours à l'esprit que, un, comparaison n'est pas raison, et deux, qu'on n'est pas à la même échelle. Après, disons que l'avancée de leurs travaux nous aide à comprendre ce que va être l'espace à chaque fois justement à l'échelle d'une décennie. C'est-à-dire que les objectifs que nous on vise dans 10 ans sont déjà partiellement voire bien maîtrisés par les Américains aujourd'hui. Donc ça nous aide quand même à pointer les objectifs de l'ordre de la décennie. Après, en termes capacitaires, l'espace est différent des autres domaines, dans le sens où la particularité, c'est que l'espace est un champ de compétition, de confrontation, qui est à l'échelle globale. Et en fait, il faut pouvoir étendre sa toile. Pour être efficace dans l'espace, il faut pouvoir étendre sa toile au niveau mondial. Et ce qui fait que pour être efficace, il n'y a pas le choix que de travailler en coopération. On peut pas tisser avec des moyens nationaux sa toile à l'échelle du globe. Donc, de toute façon, une puissance spatiale a besoin, au final, de travailler en coopération. Donc nous, on a beaucoup à apprendre des États-Unis, et puis les États-Unis sont aussi intéressés qu'on coopère avec eux. Donc on est dans une relation win-win, au final, à ce que chacun tire profit de ce que l'autre peut lui apporter. Voilà. Est-ce que vous regardez un peu ce que font les Américains au niveau de leur relation avec les industriels ? Je pense par exemple à SpaceX qui est en train de remplacer la NASA quelque part sur tout ce qui est lancement de... Alors c'est... J'irai même plus loin j'irai plus loin dans la question sur tout ce qui va être prospective et scénario potentiel. Ça a été popularisé dernièrement avec le film Don't Look Up, que vous avez peut-être vu, je pense, où dans cette fiction, c'est un équivalent d'un mix entre Elon Musk, Zuckerberg, etc., qui lance carrément une force militaire dans l'espace pour détruire un astéroïde, pour une comète. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est plausible au niveau du commandement de l'espace en France ? Est-ce que c'est des scénarios sur lesquels vous travaillez, un peu comme le font la Red Team, par exemple, dans leurs scénarios ? Pour répondre à la question, je vais revenir sur l'évolution du domaine spatial, parce que il faut comprendre pourquoi il y a cette imbrication civile et militaire. On peut parler de 4 âges de l'espace. Il y avait le premier âge
avant les années 2000 où l'exploration spatiale, les capacités militaires spatiales étaient l'apanage que des États. Et alors, les aspects, l'État au sens large, en incluant les agences spatiales, comme pour les États-Unis, la NASA, pour nous, le CNES, voilà. Et ça coûtait, de toute façon, ça coûtait très très cher d'envoyer quelque chose dans l'espace, donc c'était un domaine extrêmement réservé, stratégique, ou à des fins de missions scientifiques. Bon. À partir des années 2000, on a eu le début d'un nouvel âge qui s'appelle le New Space, où les modes de production, les modes de fabrication ont changé. C'est-à-dire que pendant le premier âge, on construisait des objets qui étaient très très chers parce que on prenait des précautions de conception assez colossales. L'environnement spatial est particulièrement hostile, donc on testait tous les matériaux, tous les composants électroniques. Il y avait relativement peu de lancements, donc tout coûtait très cher. Le prix du kilo à envoyer dans l'espace était complètement exorbitant. Ça prenait énormément de temps de développement parce que quand on teste étape par étape les composants d'un satellite, d'abord individuellement, puis assemblés, puis enfin, voilà, c'était extrêmement long et coûteux. Le New Space, donc à partir des années 2000, a complètement bouleversé la donne parce que des industriels se sont mis à fabriquer plus vite en acceptant une certaine part de risque, à se dire, bon voilà, au final, je vais prendre des matériaux, des composants sur étagère. Si ça lâche, bah, c'est pas grave, de toute façon, il y a des cycles d'obsolescence qui font que ça sert à rien que je fabrique des objets qui auront une durée de vie de 10 ans parce que les technologies évoluent tellement vite qu'au final, si je le perds, c'est pas très grave. Et du coup, les prix ont commencé à s'effondrer, et puis le marché des lanceurs s'est privatisé, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir de nouveaux acteurs qui offrent des opportunités de lancement. Et en fait, on a eu un accès à l'espace qui s'est complètement démocratisé. En parallèle, il y a une économie qui s'est mise en place, qui est vraiment croissante, notamment le marché des télécommunications. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'espace, il y a une cohabitation très forte avec des sociétés privées, une utilisation commerciale de l'espace qui, au final, offre de nouvelles opportunités aux militaires. C'est-à-dire que voilà, typiquement de l'observation de la Terre, de l'imagerie, qui autrefois était vraiment une capacité renseignement que seuls les militaires pouvaient, capacité à seuls les militaires pouvaient accéder. Bah, aujourd'hui, au final, de l'imagerie, de l'observation de la Terre, tout le monde en consomme, hein, Google Earth et autres supports. Avec des résolutions qui sont parfois comparables à une capacité militaire. Donc c'est même devenu parfois assez compliqué de dire si un satellite est à vocation civile ou militaire. Je vais prendre un exemple beaucoup plus récent, qui a moins de 10 jours. Les Chinois auraient réussi à faire ce qu'on appelle du débris removal en orbite géostationnaire, donc à quasiment 36 000 km. Ils ont réussi à concevoir un satellite qui est capable d'attraper un autre satellite et puis de le déplacer à un endroit où il est moins gênant parce qu'il est arrivé en fin de vie plutôt que la carcasse pollue une orbite assez stratégique. Bon, bah, cette technologie peut aussi être utilisée à des fins militaires. C'est-à-dire que vous avez un voisin dont vous voulez vous débarrasser, vous le prenez et puis vous l'expulsez. Bon. Donc voilà, cette frontière du civil militaire, elle est parfois assez confuse, et bien sûr que les militaires, que ce soit aux États-Unis ou n'importe quelle nation,
peuvent se tourner vers le milieu civil pour justement compléter leur gamme, leur capacité par des produits directement à acheter sur étagère. Est-ce que ça pose pas problème, le fait qu'il apparaît du coup de fait une sorte de dépendance entre les besoins militaires, les besoins de l'armée et un fournisseur qui devient un acteur privé, qui peut même être, quand on parle de Tesla, on peut parler de Apple, etc., de tous ces GAFAM qui deviennent même plus puissants que certains États? Non, et alors après, en France, ça va être c'est le rôle de la DGA, c'est-à-dire que une puissance spatiale au sens militaire, enfin voilà, les commandements de l'espace, que ce soit Spacecom aux États-Unis, que ce soit le commandement de l'espace en France, justement vont veiller à une architecture qui agrège des moyens, soit patrimoniaux, des capacités vraiment qui sont que à nous, voire des services, justement acheter à des commerciaux, de telle manière à ce que l'agrégat soit cohérent, résilient, nous assure quand même l'intégrité des données qu'on reçoit, et c'est toute la notion d'opérateur de confiance qui est décrite d'ailleurs dans la stratégie spatiale de défense. Donc bien sûr, c'est ce que je disais, la singularité de l'espace est d'être global et permanence, il n'y a pas de jour, de nuit dans l'espace, en fonction de l'heure, il se passe, enfin voilà, c'est vraiment un milieu global et permanent, pour lequel il est très difficile d'avoir des moyens patrimoniaux répartis. Donc on est dépendant soit de coopération, soit de services de commerciaux qui eux-mêmes ont tissé leur toile, des multinationales, et à chaque nation de s'assurer au final du niveau de confiance qu'on peut accorder à ces opérateurs civils. Donc bien sûr en France on va travailler de préférence avec des opérateurs qualifiés de confiance. Les États-Unis font la même chose de leur côté. Alors après, il y a un très grand décalage entre nos deux BITD. C'est-à-dire que voilà, le marché américain est beaucoup plus vaste dans son offre actuelle, justement, d'opérateurs, de fabricants, que notre BITD à nous. Mais nous, c'est tout l'enjeu de mettre la nôtre à niveau pour ne pas être dépendant et garder une certaine autonomie d'accès et d'exploitation de l'espace. Comment ça se passe en termes de souveraineté et notamment en cas d'agression? Là, vous donnez un exemple de satellite qui pourrait détruire notre satellite quelque part, parce que s'il change l'orbite, ça pourrait même mettre en péril son système. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait si par exemple c'était un satellite français qui était visé par un satellite chinois? Alors la première difficulté, c'est de voir, comprendre et attribuer ce qui se passe. C'est-à-dire que très concrètement, je prends un satellite de télécommunication, admettons que du jour au lendemain, vous ne recevez plus votre signal. Donc il va falloir comprendre ce qui se passe. Je disais, c'est un environnement particulièrement hostile. Dans l'espace, il y a des rayonnements qui peuvent être fatals à certains composants électroniques. Il y a des débris qui circulent à plus de 7 km par seconde. Donc rien qu'un boulon de 1 cm² de surface peut être létal pour un satellite. Bon. Ça peut être une panne technique à bord du satellite. Bon, il y a, on va dire, ces causes accidentelles, et puis après, effectivement, on peut faire l'objet d'une menace. Les moyens d'action aujourd'hui que l'on connaît à l'encontre d'un satellite, le panel est assez large. Il y a des actions cinétiques, donc voilà, c'est en gros, je tire sur un satellite, à un objet qui arrive avec une certaine vitesse et je le détruis. Je peux le brouiller, je peux l'éclairer avec des armes à énergie dirigée, on va dire des armes énergétiques. Je peux l'arrimer, ce que je décrivais tout à l'heure, et puis le déplacer.
J'en passe, le panel est assez large. Et la difficulté va être justement de bien comprendre ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu ma panne. Et pour ça, en fait, il faut voir en permanence son satellite, les autres, détecter les manœuvres et avoir cette information en temps quasi continu. Parce que c'est pas parce que vous allez voir votre satellite ennemi à 30 km du vôtre qu'au final vous allez pouvoir assurer que si votre satellite ne marche pas, c'est parce que votre voisin était à 30 km. La complexité est assez importante dans la mesure où en plus de ça, il y a un principe de non-territorialité dans l'espace, ce qui fait que n'importe qui peut être n'importe où sans qu'on lui en fasse le reproche. Donc, comme il y a des armes qui peuvent endommager un satellite, alors je disais, les modes d'action sont assez vastes, sont assez larges, et en plus de ça, ces modes d'action peuvent être soit réversibles, soit irréversibles, causer des dommages partiels ou totaux sur un satellite. Donc en fait, la gamme des effets est assez étendue. Et toute la difficulté est justement de pouvoir dire, ben là, cette panne que j'ai sur mon satellite, pourquoi j'ai perdu mon signal, être sûr que c'est pas un débris qui a perforé un panneau solaire et qui explique que je ne recharge plus mes batteries et puis voilà, mon satellite tombe en panne, ou est-ce que c'est un objet largué par un satellite ennemi à plusieurs dizaines de kilomètres et qui est venu m'impacter. Donc c'est toute la difficulté. Il faut comprendre que tous ces objets ont une dynamique autour de la Terre, donc il faut être capable avec des capteurs voir tout ce qui se passe, corréler, parce que en fait les objets passent dans le champ d'un capteur, mais il faut corréler toutes ces images, il faut s'appuyer sur des moyens complémentaires, parce que par exemple pour voir ce qui se passe à 36 000 km on utilise un télescope. Bon si les nuages passent devant le télescope on voit plus ce qui se passe. Donc pas de bol, parce que si vous avez perdu votre signal, je reprends mon exemple de télécommunication, alors qu'il y a une couverture nuageuse et que vous ne voyez pas ce qui se passe, vous êtes sacrément embêté pour l'attribuer. Et donc il faut des moyens complémentaires. Et en fait c'est tout ce maillage, toute cette collecte de données à l'échelle globale, en permanence, qu'il faut réussir à agréger. Il faut traiter avec ensuite une puissance de calcul assez phénoménale pour pouvoir, par le biais de la simulation ou de l'intelligence artificielle, traitement de données big data, à réussir à se faire une représentation en temps quasi réel de ce qui se passe dans l'espace. C'est non seulement surveiller les objets, la position géométrique des objets les uns par rapport aux autres, et en plus de ça, une caractérisation de savoir quelle est vraiment la nature, quelle est la mission, quelles sont les charges utiles qui sont présentes sur chacun des satellites, pour pouvoir justement dire, là j'ai un brouillage, au final, le satellite que je vois là à 30 km, ça peut être lui qui me brouille, mais ça peut être aussi celui qui est à 50 km. Et en fait, la notion de proximité ne veut pas forcément dire quelque chose. Donc, il faut pour avoir la compréhension globale du domaine, il y a d'abord sa surveillance, la surveillance des objets, les répertorier, les rentrer dans un catalogue, enrichir ce catalogue par la capacité à caractériser, identifier et caractériser les objets, de quoi ils sont capables, et puis en plus, après, par la simulation, comprendre si les modes d'action possibles, du coup rendus possibles, peuvent avoir un impact sur nos capacités. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe à produire, et c'est un des chantiers majeurs qui occupe aujourd'hui le commandement de l'espace. Parce que c'est la première étape avant n'importe quelle opération. C'est vraiment, il faut comprendre ce qui se passe. On ne peut faire aucune intervention si on n'est pas sûr de quelle est la cause et qui est à l'origine de l'événement, quoi. Voilà. J'imagine qu'il doit y avoir un volet important en termes de cyberdéfense aussi et de cyberattaque. On avait reçu le général Tisser, ici même d'ailleurs il y a quelques temps dans le podcast, qui nous parlait de cyberdéfense et de cyberattaque, et le fait que
La France mène des cyberattaques pour se défendre aussi à certains moments. Dans quelle mesure c'est pris en compte dans le commandement de l'espace? Est-ce qu'il y a des objectifs de protection des sites sur Terre? Est-ce qu'une cyberattaque pourrait contribuer à détruire un satellite, par exemple? Est-ce que Bien sûr, c'est un mode d'action. La prise de contrôle d'un satellite à distance, c'est quelque chose qui est envisageable. Donc, pour bien comprendre en fait quels sont les risques, il faut comprendre qu'une capacité spatiale, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre, facile, un réseau au sol, ce qu'on appelle un segment sol, par lequel va transiter plusieurs informations, à la fois des télécommandes et des télémesures qui permettent de donner des ordres aux satellites. Jusque-là, les satellites sont, alors bon, c'est en train d'évoluer, mais sont assez peu autonomes au final dans leur navigation, dans leur mission. Ce sont des ordres qu'on leur transmet depuis la Terre. Et puis, dans le cas d'observations qu'ils font, ou d'écoute électromagnétique, de télécommunications, enfin voilà, ils descendent aussi un flux vers la Terre qui est récupéré pour les usagers. Et donc, ce segment liaison de données entre le sol et la Terre, et le satellite, pardon, présente forcément des vulnérabilités. Et puis toutes les informations ensuite qui circulent au sol, entre les centres de contrôle, les antennes, les centres de mission, là aussi présentent des vulnérabilités cyber. Donc bien sûr, c'est quelque chose qui est pris en compte au sein du ministère des Armées. Alors après, chacun son périmètre, c'est-à-dire que de la même manière que l'espace est en interaction, en interface avec le milieu aérien, le milieu maritime, le milieu terrestre. Voilà, on a aussi une interface assez forte avec le monde cyber. Donc là, on travaille conjointement à bien cartographier, s'assurer, maîtriser nos vulnérabilités, et puis inversement, regarder les vulnérabilités cyber de nos potentiels adversaires. Sachant que l'espace, c'est un peu comme les eaux internationales, on peut y faire un peu ce qu'on veut, il n'y a pas vraiment de logique étatique. Est-ce qu'il y a des textes ou des accords qui ont été signés entre des pays pour dire qu'il y aura un accord de non-agression dans certaines zones de l'espace ou pas? Alors, c'est une très bonne question. La régulation, enfin la réglementation de l'espace souffre de très très peu de textes contraignants. Donc, il y a le traité de l'espace qui apporte certains éléments. Bon, il date de 67, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir des annexes de 68, bon, ça sera peut-être à vérifier. Mais, voilà. Bon, et voilà, c'est un traité qui promeut l'utilisation pacifique de l'espace. Le fait qu'on ne mettra pas d'armes de destruction massive en orbite. Bon. Une fois qu'on a dit ça, et que justement il y a un principe de non-territorialité de l'espace, donc l'espace est à tout le monde. Du coup, ça pose certains problèmes, qui est de qualifier ce que c'est qu'un acte hostile dans l'espace. Ce que je reprends mon exemple tout à l'heure, est-ce que stationné à 3 km d'un satellite, c'est condamnable? Aujourd'hui, d'un point de vue juridique, non. Est-ce que mettre un satellite qui appuie des opérations militaires, donc qui fournit de l'imagerie, des télécommunications à des militaires, est-ce que c'est contraire à une utilisation pacifique de l'espace? Non. Voilà, l'usage en tant que tel ne menace pas les autres dans l'espace. Bon. Est-ce que fabriquer un satellite qui est capable de déplacer un autre satellite
On est dans l'usage non pacifique de l'espace. Non. Donc vous voyez, en fait, c'est là où c'est très compliqué de pouvoir dire ce que c'est que mettre une arme dans l'espace. Parce que quand on utilise une technologie duale, c'est infaisable. Et c'est la voie que privilégient par exemple les Russes et les Chinois aujourd'hui. Eux prônent un traité qui reposerait sur l'interdiction de placer des armes dans l'espace. Et on voit bien la difficulté de définir ce que c'est qu'une arme dans l'espace. La France et le Royaume-Uni sont plutôt moteurs au travers d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU de promouvoir des comportements responsables. Donc on n'est pas sur des textes contraignants, on est sur essayer de responsabiliser, on va dire, les utilisateurs de l'espace, à dire que d'essayer de définir des comportements qui sont justement jugés irresponsables et dangereux, et que il faut avoir un usage responsable de l'espace, que créer des débris en s'entraînant à faire des armes de destruction de satellites, c'est irresponsable parce que ça fait au final énormément de débris qui menacent des civils, des satellites, mais aussi des satellites militaires, mais aussi des satellites civils, et que ça peut nuire à la sécurité des personnes, à l'économie mondiale, enfin voilà. Donc la France est plutôt sur ce portage-là. Là, on parle de scénarios qui concerneraient un conflit entre pays. Si on poussait le scénario un peu plus dans la fiction, est-ce que au sein du commandement de l'espace, il y a une réflexion autour d'une guerre ou d'un conflit potentiel avec un ennemi extérieur? C'est-à-dire, ou quand je dis ennemi extérieur, c'est pas forcément nos amis les aliens qui débarqueraient sur la planète, mais un astéroïde qui menacerait la planète, ou est-ce qu'il y a cette réflexion-là? Non, alors le périmètre de la stratégie spatiale de défense, il est sur le fait de reconnaître que l'espace est un milieu stratégique, qu'aujourd'hui c'est un milieu dans lequel il y a un continuum compétition, confrontation, contestation et potentiellement confrontation, et que dans ce cadre-là, nous devons adopter les moyens qui nous permettent de protéger nos satellites d'intérêt. Donc on est vraiment dans une posture défensive. L'idée, c'est pas de partir, d'être un va-t-en-guerre dans l'espace et de se dire, on utilisera justement nos moyens spatiaux pour affaiblir une puissance quelconque. Pas du tout. Là, l'objectif, c'est de dire, nous on estime que les capacités spatiales représentent un intérêt stratégique, et nous aurons les moyens de protéger ces capacités. Ça s'arrête là. D'accord. Mais protéger, est-ce qu'il y a une logique d'union justement avec tout ce qui est dans l'espace pour pouvoir protéger la planète en tant que telle, et pas forcément une nation qui posséderait des satellites? Alors contre quelle menace? Je sais pas. Non, alors très honnêtement, il y a eu une expérimentation qui est en cours, mais là, je risque de dire des bêtises, donc sur de la NASA, sur la capacité à modifier la trajectoire d'un astéroïde. Je n'ai pas les détails, donc honnêtement, je ne vais pas partir sur ce domaine. Mais non, il faut comprendre que au final, la menace à l'échelle mondiale, c'est que aujourd'hui tout le monde veut du spatial, civil, militaire, parce que voilà, c'est un milieu stratégique.
avec des enjeux économiques qui sont assez colossaux. Hein. On voit bien que les GAFA investissent massivement dans des hyper constellations, enfin des super constellations, parce que le marché de la télécommunication est exponentiel. Et donc en fait tout le monde a quand même un intérêt que toute cette structure spatiale soit pérenne dans le temps. C'est pas pour quand on commence à investir des constellations à Starlink, le dernier objectif, il me semble que c'était plus de 30 000 satellites. Bon, voilà, ça représente quand même un certain nombre de lancements. Alors même si le coût, enfin l'accès à l'espace tend à diminuer, ce sont des investissements colossaux. Donc en fait, tout le monde a quand même intérêt à ce que la cohabitation se passe bien et que chacun apporte des garanties de maîtrise de son propre système et que chacun ne soit pas un danger pour l'autre. Donc c'est même une problématique avant tout, je vais dire, civile que militaire, qui s'appelle le SST, hein, Space Surveillance and Tracking, qui est de s'assurer de l'anti-collision de chacun. C'est-à-dire que on est passé, quand je suis arrivé au commandement de l'espace en 2019, il y avait en gros 2000 satellites actifs, on est à plus de 5000 en 2 ans et demi. Donc voilà, 2021 a été une année encore record en termes de lancement. Donc la population orbitale est vraiment croissante. Donc c'est un enjeu mondial, on va dire, à ce que tous ces satellites ne rentrent pas en collision les uns avec les autres. Et donc l'effort va être collectif à s'assurer que justement les objets ne rentrent pas en collision entre eux, parce que il y a ce qu'on appelle le syndrome de Kessler qui est absolument à éviter, c'est-à-dire que c'est gravity, hein, c'est à partir d'une collision, ça fait des débris qui détruisent en série, c'est le carambolage spatial, et au final la pollution complète d'orbite, et bon, ça, personne n'a intérêt à y venir. Donc, opérateurs privés, étatiques, vont doucement mais sûrement sur le chemin ce qu'on appelle un Space Traffic Management, des règles qui seront à appliquer aux uns aux autres pour apporter certaines garanties de sécurité, de maîtrise de l'utilisation de l'espace. Voilà. Ça, c'est déjà en cours? Ça, c'est en cours, bien sûr. Et c'est piloté par les États-Unis? Ah non, l'Union européenne, alors il y a des forums, on va dire, qui se penchent sur la question. Il y a un forum européen qui s'appelle EUCST, dans lequel, alors, qui au niveau de la France est représenté par le CNES, parce que c'est pas qu'une problématique militaire, même si nous on est associés à ces travaux, à ces réflexions, voilà. C'est suivi au niveau des agences, mais et c'est d'abord là, l'objectif est d'accoucher d'une réglementation européenne, et puis qui n'aura pas l'ascendant sur des opérateurs étrangers. Mais on a eu la même chose avec le trafic aérien il y a des années. Alors c'était dans une autre chambre qui est celle de l'OACI, mais on va dire c'est le chemin naturel vers lequel on se dirige, parce que on voit bien qu'il y aura besoin d'une coordination à l'échelle mondiale de tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas, et c'est le premier installé qui a raison. Il y a aussi ce phénomène de masse, c'est-à-dire que aujourd'hui, qui peut imposer sa loi au final, c'est celui qui est en place et qui exploite, c'est lui qui fait la norme. Au final, si j'ai fait ma propre constellation avec mes normes à moi, et qu'un deuxième se met en place, un concurrent se met en place, ça va être au concurrent de s'adapter à ce qui a déjà été installé. Donc c'est extrêmement important au final
d'avoir une vision stratégique sur ces aspects, parce que le risque c'est de se faire dicter la norme par les premiers qui se sont installés. Des normes technologiques, des normes réglementaires, voilà. Est-ce que quand vous faites une constellation et vous espacez les objets de, je vais dire une bêtise, mais 200 km, est-ce que c'est safe ou pas? Peut-être que celui qui s'est installé 5 ans auparavant, qui maîtrise parfaitement l'espacement de ces satellites, va vous dire que c'est vous le danger qui venez 10 ans après et qui positionnez vos objets à, je ne sais pas, peut-être 50 km près. Donc voilà, il y a des enjeux assez colossaux, justement à garder une certaine autonomie stratégique, une certaine souveraineté d'accès et d'exploitation de l'espace. C'est toujours ça qu'on a dans le collimateur, c'est l'autonomie d'appréciation de la situation, d'accès et d'exploitation de l'espace. Ne pas se faire dicter ou interdire l'accès à l'espace par des normes qui arriveraient et pour lesquelles, qui nous exclueraient d'office parce que on n'est pas au rendez-vous. Voilà. Donc c'est un enjeu assez important. Oui. En parlant d'accès à l'espace, aujourd'hui pour accéder à l'espace, il faut forcément une base de lancement avec des lanceurs. La France, le territoire de la France, ça se passe pour le coup en Guyane, avec le centre spatial guyanais. C'est quoi la vision du commandement de l'espace sur ce territoire-là, sachant qu'il y a des problématiques depuis un certain nombre de temps sur le site de Kourou, en lien avec la population locale, avec les acteurs économiques aussi. Alors, le commandement de l'espace n'a pas d'action particulière sur le port spatial de Guyane. La contribution des armées, en revanche, est la protection du site de lancement. Voilà. Donc ça se fait avec des moyens de l'armée de l'air et des autres armées. Mais on va dire, notre champ d'action, il s'arrête à ça. Faire des bulles de protection pour les lancements sensibles. Voilà, enfin, la bulle est adaptée en fonction de la sensibilité de ce qui est envoyé dans l'espace. Mais ça s'arrête là. Il y a une protection aussi en dehors des phases de lancement pour tout ce qui va être justement cyberattaque parce que c'est quand même depuis ce port-là qu'on peut avoir accès à l'espace. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, une capacité spatiale, donc c'est l'objet bien sûr qui est en orbite, l'infrastructure qui est au sol et puis la liaison de données qui est entre les deux. L'infrastructure au sol, elle n'est pas que guyanaise, hein. C'est un réseau d'antennes qui est éditionné, qui appartient au CNES. Et donc la criticité, elle n'est pas uniquement sur les radars ou les antennes qui sont présents en Guyane. Donc oui, tout ce réseau aujourd'hui fait l'objet d'une attention particulière pour conserver l'intégrité de nos capacités, bien sûr. D'accord. Mais ça se fait en collaboration avec l'exploitant de ce réseau, qui n'est pas que le MINARM, hein, qui est aussi le CNES, qui est avant tout le CNES. Et donc il y a ce dialogue très important entre le CNES et le MINARM, et le commandement de l'espace, on va dire, bien justement pour veiller à l'intégrité de ces réseaux. Ouais. Dans ce port spatial, au CSG, il y a la présence de Russes à travers le lanceur Soyouz, puisqu'il y a des accords avec le centre spatial. Ça pose des questions en termes de souveraineté, en termes de géopolitique aussi, de relations internationales. Quel regard vous portez sur ça, sur cette implication, sur cette imbrication plutôt de... Là, il faut pas perdre de vue que là, on est sur une exploitation commerciale, hein, du port spatial. Et donc, aujourd'hui, au même titre que Ariane Group exploite la fusée Ariane, et sur le point d'exploiter Ariane 6, eh bien,
il y a une exploitation de Soyouz, mais aussi du lanceur italien Vega. Le port guyanais a même vocation à accueillir de nouveaux types de lanceurs. Donc là, on est dans une relation qui est complètement commerciale, stratégique et économique, et commerciale, qui sort du périmètre du commandement de l'espace. Mais on a aussi un intérêt à avoir une gamme de lanceurs qui est complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Soyouz peut être le meilleur moyen au final de lancer une capacité militaire. Parce que ça sera le moyen qui sera disponible au moment où on en aura besoin, parce que la taille de la coiffe est particulièrement adaptée et que économiquement c'est plus intéressant d'eux. Enfin, voilà, il y a une complémentarité dans la politique du CNES, du CSG à utiliser tous ces lanceurs complémentaires. Est-ce que plus largement le spatial ne pourrait pas être une façon de maintenir une paix entre les pays? Je pense par exemple avec la Russie, les événements qui se passent en ce moment, entre l'OTAN et la Russie, et la France qui a sa place dans l'OTAN justement par rapport à ça. Le fait que la France continue à avoir des échanges économiques à travers Soyouz, à travers d'autres choses aussi en Europe avec les Russes, est-ce que cet univers du spatial, c'est pas une façon de cristalliser un peu ces tensions? Mais il y a plusieurs volets on va dire, il y a deux tendances. Il y a celle de la compétition économique, de la compétition stratégique qui nous emmène dans le domaine spatial plutôt vers la confrontation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une course à l'espace qui est assez inquiétante des puissances spatiales. La Chine a battu pour la deuxième année consécutive le record de lancement dans l'espace, avec un marché avec des objets qui ne sont pas forcément estampillés 100% à usage commercial. Donc voilà, ce sont beaucoup d'objets expérimentaux sur lesquels on a peu d'éléments sur la finalité de ces objets, ce qui accroît un certain niveau de tension. Les États-Unis, de leur côté, eh bien, eux aussi augmentent leur capacité anti-spatiale, de défense spatiale. On observe beaucoup de manœuvres russes particulièrement préoccupantes parce que ce soit le tir de missiles anti-satellites, que ce soit leur capacité à manœuvrer en orbite. Bon, tout ça fait quand même peser un climat, une tension qui est plutôt croissante. Donc chacun a bien compris que la maîtrise de l'espace était une façon de prendre l'ascendant sur l'autre. Donc il y a d'une certaine façon un niveau de tension qui est croissant dans l'espace, qui s'ajoute à de la compétition purement économique. Voilà, si je prends l'exemple des méga-constellations, le premier qui aura vraiment sa méga-constellation opérationnelle dans l'espace risque de bouleverser le monde des télécommunications qu'on connaît aujourd'hui, qui repose essentiellement sur la fibre d'infrastructures au sol. Bon, là vous serez capable de distribuer de l'internet haut débit partout dans le monde, en Afrique, voilà, donc il y a des bouleversements aussi économiques à attendre à ce niveau-là. Donc la compétition elle est aussi économique. Et puis à côté de ça, je pourrais encore prendre comme exemple la course vers la Lune ou Mars, où là aussi ça joue des coudes quand même entre les grandes puissances. Donc voilà, on sent qu'on est quand même sur un chemin qui va plutôt vers la conflictualité que sur l'apaisement
Et voilà. Mais c'est tout l'enjeu d'ailleurs pour le camp de l'espace, c'est d'avoir une bulle dans cet environnement qui nous permette d'apprécier la situation, de l'anticiper et d'avoir les moyens de se défendre d'une agression. Et puis à côté de ça, bien sûr, il y a quand même énormément aussi de projets scientifiques, de coopération qui abaissent le niveau de tension. Et je ne peux pas prédire quelle sera la situation dans les années à venir si l'une des mouvances aura le pas sur l'autre. Mais oui, on continue à avoir la station internationale avec des Russes et des Américains et des Européens dedans. On a des projets de coopération avec les Chinois, avec des Russes. Voilà. Et donc, c'est un équilibre, à mon avis, très fragile, et puis où l'intérêt supérieur est certainement de préserver cet équilibre. Voilà. J'imagine que tout ça a dû relancer aussi une sacrée dynamique dans tout ce qui est renseignement militaire, où notamment la DGSE, il doit y avoir forcément des opérations qui sont menées pour essayer de savoir justement ce qui se trouve dans les lanceurs qui sont envoyés par des puissances étrangères. C'est la problématique que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est l'enjeu de connaître, comprendre ce qui se passe dans l'espace. C'est pas parce que vous assistez à un lancement, vous parliez du lancement que vous aviez vu depuis le port guyanais, est-ce que vous avez la garantie de ce qui est sous la coiffe quand vous observez le lancement? On vous dit qu'il y a 2 satellites, il y en a peut-être 3. Le 3e, vous ne savez pas ce qu'il fait. Puis peut-être que le 3e, en fait, il va en larguer un 4e. Donc, depuis l'espace. Donc, c'est bien sûr, il y a des enjeux de renseignement, ce qu'on appelle le renseignement d'intérêt spatial, qui est fondamental pour comprendre, au-delà du simple plotage des objets dans l'espace, qui est capable de faire quoi. Ce que je disais tout à l'heure là. Pour être en mesure vraiment d'attribuer, caractériser, attribuer les situations, les événements spatiaux. Dans la mesure où le CNES reste quand même une institution publique, financée par l'État, qu'il y ait une protection militaire française autour du centre spatial, le gouvernement français et les opérations militaires françaises n'ont pas la possibilité d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur, au nom de la raison d'État ou ce genre de choses? Alors, le CNES est sous la tutelle de plusieurs ministères. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère des armées, et puis voilà, merci, le ministère de l'économie. Donc oui, il y a un certain niveau de gouvernance, il y a une coordination, on va dire, sur les activités que mène le CNES. Et c'est d'ailleurs, ces sujets de gouvernance sont en pleine évolution parce que, voilà, justement, on se rend compte du poids de certaines activités et que voilà, il y a des sujets qui doivent être examinés de façon plus attentive par le ministère des Armées. Mais il y a quand même des périmètres qui sont distincts. Le ministère des Armées est en charge des opérations spatiales militaires. Le CNES est un concurrent à cette mission. Donc voilà, les périmètres sont d'ailleurs vraiment respectifs du CNES et du commandement de l'espace sont en cours de définition pour vraiment analyser finement quelle est la responsabilité de l'un, de l'autre, quels sont justement les secteurs critiques, les secteurs pour lesquels
un certain niveau d'autonomie, de résilience sont attendus pour conduire la stratégie spatiale de défense. En parlant du CNES, vous parliez des expéditions scientifiques aussi qu'il peut y avoir à travers cette conquête de l'espace, cette course à l'espace. Quand il y a eu la conquête de la Lune dans les années 60, la manœuvre, elle n'était pas purement scientifique, elle était quand même purement géopolitique, pour montrer au peuple américain qu'il y avait un but à atteindre, et ça permettait ça expliquait les finances qui étaient débloquées pour ça coûtait très cher. Est-ce que en France, on est un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire le fait d'être premier sur certaines découvertes ou premier dans la course? Il y a ce volet géopolitique ou même de faire croire d'avoir envie de croire à un projet commun? C'est une bonne question. Alors, la course à l'espace dans les années 60-70, il faut comprendre qu'elle est la suite elle s'est inscrite dans une continuité qui était celle des missiles intercontinentaux, enfin des missiles balistiques. Et donc on était là vraiment dans une logique de démonstration de force. C'était la guerre froide. Voilà, je maîtrise certaines technologies et je montre de façon ostensible que voilà, j'ai le pas sur l'autre. Là, la question, elle est un peu différente. Alors, pour ce qui est de la France, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. En revanche, il y a des savoir-faire qui sont absolument fabuleux. Il y a vraiment dans les PME ou les grosses boîtes françaises, il y a quand même des pépites qui sont capables de faire des instruments de mesure spatiaux qui sont fabuleux. Supercam, la caméra laser qui est embarquée sur les rovers sur Mars. Bon, ben voilà, c'est quand même une reconnaissance des savoir-faire techno dont on dispose en France. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que la course à l'espace, bon, est quand même, je parle des États-Unis, enfin des grandes puissances, hein, la Chine aussi. Il faut convaincre quand même du bien fondé de tous ces investissements, parce que c'est quand même assez consommateur de crédit, et donc il faut bien convaincre la population du bien fondé de ce choix au final qui est fait au plus haut niveau de l'État. Et c'est sûr que ces victoires dans l'espace, hein, le fait d'envoyer un spationaute, d'envoyer quelqu'un sur la Lune, voilà, sont des symboles visibles d'un certain niveau de maîtrise qui contribuent au final à consolider cette image d'un État fort qui engage certes des moyens mais qui remporte des victoires. Donc on va dire ça fait partie de la panoplie d'influence d'asseoir des choix politiques à dire voilà, effectivement j'engage beaucoup de moyens, mais je remporte des victoires qui sont tangibles. Il faut regarder l'ascension vraiment fulgurante des Chinois dans le domaine spatial, hein. Le premier taïkonaute, il me semble que c'est 2008. On est en 2021, ils sont en train d'assembler leur première station orbitale. Enfin voilà, en l'espace de 14 ans, enfin je veux dire, il faut reconnaître la prouesse et l'ascension. Bon, eh bien, il faut bien s'imaginer que ces succès sont largement d'ailleurs mis en scène, mis en avant par les autorités politiques,
et quelque part servent à galvaniser une nation derrière tous ces projets qui peuvent paraître pharaoniques, coûteux et pas dont les bénéfices ne sont pas observables par l'habitant, enfin par l'habitant moyen. C'est également un enjeu en France. Hein. Beaucoup pourraient se dire, mais comment de l'espace, est-ce qu'on n'a pas la folie des grandeurs, faire la guerre dans l'espace, c'est complètement aberrant. De toute façon, l'espace, il ne se passe rien. On n'a jamais vu des chars dans l'espace. Oui, on a un devoir de communication, d'information à faire justement sur ce que devient l'espace, la façon dont au final il profite à tous, non seulement pour l'économie de nos sociétés, pour la sécurité des biens des personnes, pour des usages bien sûr stratégiques de défense, mais voilà, aujourd'hui chacun consomme énormément de données qui proviennent des satellites, hein, que ce soit les signaux, ce qu'on appelle PNT, positionnement, navigation, timing. Hein. La synchronisation de toutes les transactions bancaires se font par les horloges atomiques qui sont à bord des satellites. Plus personne ne sait se déplacer sans une application de géolocalisation. Tout le monde veut du haut débit partout. Donc voilà. Donc l'utilisation, la consommation, on va dire, du spatial, elle est dans nos sociétés devenue complètement naturelle, sans qu'on se pose la question au final de est-ce que tout ça est fragile. Donc là aussi, à nous de bien expliquer au final les vulnérabilités, les dépendances qu'on s'est créé aussi à cet environnement-là et comment on est en mesure de le défendre et la voie à prendre pour le défendre correctement. J'ai l'impression que vous avez un peu la même problématique que le ComCyber en fait, qui essaie d'expliquer aux gens que si demain l'outil informatique disparaît, ou est attaqué, c'est tout notre système économique qui crache en fait. Ça va profondément bouleverser notre façon de vivre. Ouais. Et pour revenir sur, voilà, c'est important d'avoir des symboles tangibles de réussite pour justement fédérer une nation autour de tous ces investissements et tout ça. On voit aussi que, à l'inverse, quand ça se passe mal, c'est très difficile de rallier des programmes, de faire adhérer à des programmes spatiaux par la suite. C'est ce qu'a connu les États-Unis avec la perte des Challenger, où voilà, la NASA après a ramé pendant des années et des années pour obtenir des budgets. Donc voilà, il y a cet enjeu de rallier la population à la cause, que ce soit pour des enjeux de prestance, mais de poids sur la scène internationale. Voilà, dire je suis une puissance qui investit et qui pèse dans la communauté internationale parce que voilà, j'ai été le premier à faire ci, je suis le premier à faire ça, et où j'ai les moyens de vous faire. Voilà, c'est très important, même dans le champ des perceptions. Il suffit d'une bonne démonstration technologique pour passer un message à tout le monde. Regardez une capacité anti-satellite. Donc ce qu'ont fait les Russes là récemment, tirer sur un de leurs satellites. C'est une démonstration technologique qui parle à tout le monde, et voilà, le message est clair en disant j'ai les moyens de vous détruire un satellite. Dans l'éventualité où il y aurait un événement comme celui-ci, c'est-à-dire qu'une nation détruit le satellite d'une autre nation depuis la Terre, là on est d'accord que ça rentre dans le cadre d'une agression et que ça pourrait déclencher un conflit? Oui, là dans la mesure où on est capable d'attribuer le tir, on est capable oui, c'est une agression armée, oui. Alors après,
le champ des ripostes est varié. C'est-à-dire que la riposte peut être dans le domaine spatial, comme il peut être dans d'autres domaines. Est-ce que dans ce cadre-là, on rentre dans le giron de la haute intensité, qui est promue par le chef d'état-major des armées? Est-ce que le commandement de l'espace a sa place là-dedans? De toute façon, oui. Le conflit haute intensité, par nature, englobe toutes les briques de tous les domaines opérationnels. Donc la haute intensité inclut naturellement la défense spatiale. Est-ce que aujourd'hui on parle de satellites, on parle pourquoi pas de lanceurs qui pourraient détruire des satellites? Est-ce que c'est encore de la science-fiction de parler de combattants, d'humains qui sont entraînés, un peu comme des Thomas Pesquet, mais en mode un peu plus militaire, pour faire des opérations dans l'espace ou pour être prêt à faire quelque chose dans ce domaine-là? Alors aujourd'hui, il n'y a pas besoin de mettre des humains dans l'espace pour mener des opérations spatiales. C'est comme le milieu cyber, hein, c'est une singularité du milieu où on s'affronte sans que des vies soient, on va dire, engagées de façon directe. Parce que, voilà. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une place du combattant dans l'aspect compréhension de la situation, planification de l'opération, choix des modes d'action. Enfin, voilà, on n'est pas sur une planification automatique, même si je parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, elle est là pour aider à la décision. Mais on reste dans des schémas extrêmement classiques où voilà, à la fin, ce sont comme des hommes qui vont, des hommes ou des femmes, hein, qui décideront de l'opportunité de mener une action ou pas dans l'espace, du choix de cette action. Enfin, voilà. Et le fait justement d'avoir été un pilote dans l'armée de l'air, au sein de l'armée de l'air, qu'est-ce que ça apporte comme compétences, comme connaissances? Le milieu des opérations au sens large, c'est-à-dire que ces schémas d'évaluation de la menace, d'analyse de la situation, de lancement d'une planification, de choix de mode d'action, enfin, ça c'est quand même transverse à tous les domaines, quoi. Et puis la culture opérationnelle, c'est-à-dire c'est la complémentarité d'ailleurs qu'on a avec le CNES, c'est-à-dire que le CNES nous apporte vraiment l'expertise technique, scientifique, pour voilà, appréhender ce milieu vraiment spécifique. Et puis nous, on apporte le volet opérationnel de c'est quoi une opération, que ce soit des briques niveau tactique, opérative, voire stratégique, et puis comment on agrège ces deux domaines de compétences pour pouvoir justement être en mesure de conduire des opérations spatiales militaires. Et non pas scientifiques. Dans l'esprit, c'est vraiment très différent. Dans cette optique, vous recherchez c'est quoi les profils que vous recherchez en termes de recrutement au sein de ce commandement? Alors, on va dire la maquette, la maquette RH qu'on élabore et qu'on révise chaque année, hein, parce que voilà, est tirée par les compétences nécessaires à mettre en œuvre les capacités, les compétences requises pour la mise en œuvre des capacités qui vont être livrées jusqu'à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on a une feuille de route capacitaire qui nous emmène jusqu'en 2030 et un peu au-delà. Et toute la difficulté est, ce que je disais, dans un travail un peu prospectif, de se dire voilà, quelles compétences je dois maîtriser pour être autonome, pour faire une appréciation de situation autonome, pour planifier une opération, pour mettre en œuvre les charges utiles de ma capacité. Voilà. Qu'est-ce que je dois détenir en propre, sur quelles compétences éventuellement extérieures je peux m'appuyer, que ce soit le CNES ou des entités du MINARM extérieures au CDE.
pour ne pas créer non plus de doublons, et puis d'être au juste format. Et puis comment, une fois que j'ai identifié ces compétences, par quel chemin je peux arriver à les détenir. Donc il y a tout un volet formation qui est très important. Aujourd'hui, on conduit ce travail de façon itérative, et bien sûr, naturellement, on s'intéresse aux formations du domaine spatial, donc qu'elles intéressent la conception d'un satellite, que ce soit celles qui intéressent la mécanique spatiale, les fondamentaux de la mécanique spatiale, mais pas que. On a des gens qui se spécialisent dans le droit spatial, parce que on parlait tout à l'heure de l'importance du volet juridique, voilà. On a des gens qui vont se spécialiser dans le développement d'algorithmes. Je parlais d'intelligence artificielle, de traitement de données big data. Voilà, on a besoin de ces profils-là. On a besoin d'analystes de situations qui vont se familiariser à des outils qu'on est en train de concevoir et de développer. Donc en fait, tout ça est dans une démarche assez agile où on apprend en marchant et au rythme auquel les capacités aussi arrivent. C'est-à-dire que le but étant de mettre in fine en œuvre une capacité de défense spatiale, donc de pouvoir porter aussi un effet depuis l'espace par un moyen stationné dans l'espace. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la chaîne de bout en bout, être capable de concevoir une opération spatiale, voilà, en termes de trajectoire, comment calculer la trajectoire qu'un objet doit prendre, comment on l'implémente dans le satellite. Donc là, c'est des choses pour lesquelles on commence déjà à se former auprès des équipes du CNES, en mettant des militaires dans les centres de contrôle des satellites militaires. Donc on a depuis 2019 des opérateurs qui prennent des compétences dans différents domaines. On travaille avec le CNES justement à l'élaboration à la cartographie de ces compétences, jusqu'où au final un militaire doit être compétent, et puis à partir de quel niveau, de quelle étape, à quelle étape on se repose sur un industriel ou sur un expert du CNES, parce qu'on n'a pas non plus vocation à devenir des champions du monde de la thermodynamique ou voilà, et donc tout ce dialogue se fait vraiment de façon progressive, itérative. Il y a les partenaires étrangers aussi, on parlait des États-Unis tout à l'heure. Il y a un dialogue aussi avec les États-Unis pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous appuyer, nous aider dans le domaine de l'information. Il y a des échanges, on a des officiers d'échange, de liaison pour le moment, où on accueille un officier allemand, un officier italien, un officier américain. La réciproque est vraie, et puis chacun se nourrit mutuellement de bonnes pratiques, sachant que c'est un sujet qui intéresse tous nos partenaires, parce qu'on est tous soumis à cette problématique, à cet enjeu qui est de monter en puissance et donc de faire grandir un vivier à partir de ressources diverses. Et comment on prend un aviateur, comment on prend un terrien, comment on prend un marin, avec son passé opérationnel, certaines compétences, et puis comment on les complète pour lui permettre d'avoir un parcours dans le domaine spatial, mais pas forcément que, parce qu'il est rentré en tant que spécialiste et il a peut-être vocation à poursuivre dans l'espace, mais après de retourner dans les forces ailleurs. Donc on sent qu'il y a des compétences qui demanderont un retour sur investissement assez important, parce que pour monter la personne en compétences, ça prendra peut-être plusieurs années. Donc l'intérêt est qu'après ils servent pendant un bout de temps dans ce domaine. Et là aujourd'hui, on a besoin de laisser quand même infuser des gens dans le milieu, parce qu'on est en pleine prise de compétences, les chantiers sont colossaux, donc il faut
Il faut bien maîtriser le turnover à ne pas, pour ne pas subir des régressions à chaque plan de mutation. Et puis en même temps, il faut agréger de plus en plus de personnes, les former et puis construire ce vivier, quoi. Ok. Pour terminer cet échange, quel est le conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans cette partie-là de l'armée de l'air et de l'espace? Il faut sans hésiter manifester son intérêt à rejoindre le commandement de l'espace, qui a une trajectoire, je disais, RH assez ambitieuse. Donc la cible est quand même de 470 personnes à l'horizon 2025. Donc on est en pleine croissance et donc on a besoin de personnes motivées. Et je dirais que le commandement de l'espace offre justement l'opportunité de se former, donc même si au final on n'a pas toutes les compétences, si on n'a pas de compétences spatiales au départ très marquées, ce commandement offre l'opportunité de se former sur le tas au travers de formations diverses. C'est le parcours au final que j'ai eu. Et c'est justement, à mon avis, une source d'épanouissement dans une carrière, quoi. En tout cas, c'est un sujet vraiment fascinant. Et merci pour cet échange et toutes ces informations. Je vous remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site défensezone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.